3, 2, 1, démarrage de l'enregistrement. Et voilà, on y est. Donc, Roberto, tu commences pas, tu démarres. Bonjour, ou bonsoir. Hein. Comme les gens, ils vont le voir quand ils veulent. On peut dire bonjour, on peut dire bonsoir, bonne nuit. Alors bien, on commence aujourd'hui officiellement notre premier, programme. Alors comme on avait promis, on va parler de l'actualité, basiquement, et enfin de l'actualité dans un sens très large. Donc, ce que je voulais commencer par peut-être parler un petit peu sur cette fameuse, on va peut-être un peu disons la thématique plus actuelle ou plus saignante, c'est la guerre d'Ukraine, non, justement. Donc, on va commencer par là, par la guerre d'Ukraine, un peu l'actualité de la guerre d'Ukraine. Bon, bah moi, ce que j'ai pu analyser jusqu'à maintenant, c'est que vraiment c'est une guerre qui commence à ressembler chaque fois plus à une guerre conventionnelle, non, complètement conventionnelle. Je dois confesser qu'au début j'ai pensé que ça allait être une guerre, je sais pas, une guerre moderne, une guerre disons avec moins de victimes et plus de précision et des attaques comme ça vraiment très ponctuelles, très précis, après, je veux dire, j'ai pensé ça après que les colonnes de tanks de Vladimir Poutine, ils ont dû aller derrière, non? Ils ont dû rétrocéder en Biélorussie et en Russie. J'ai pensé donc qu'après cette grande défaite, disons, que Vladimir, il pensait qu'il allait rentrer à Kiev avec des fleurs, tout ça, et il a vu que non. Je croyais qu'il allait faire une guerre comme ça, très technique, très moderne, des frappes de précision, des trucs comme ça. Et je me suis étonné, comme tout le monde, de voir que peu à peu, c'était une guerre classique, vraiment que ça avait un petit sens comme ça, comme de guerre de la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement. Je veux dire, des guerres de tanks, d'artillerie, beaucoup de gens qui mouraient, non, beaucoup d'infanterie qui meurent, beaucoup de combats directs entre infanterie. Donc, j'ai vu vraiment des choses que je ne m'attendais pas à voir, sincèrement, dans cette guerre. Et maintenant, elle a commencé à prendre une tournure que c'est l'impression d'une guerre vraiment classique, quoi. Je veux dire, une guerre de conquiste de terrain. Si que, en parallèle, j'ai toujours vu qu'il y a quand même une guerre aussi pour désordrer, pour faire un désordre, disons, de l'ordre mondial, que Vladimir, il est en train d'essayer de se mettre dans la poche à la République de Chine et à l'Inde. Il est en train d'essayer un peu que le dollar soit plus comme la monnaie, disons, dominante. Il essaye le monde arabe aussi de se le mettre dans la poche. Iran, il a déjà dans la poche. Et donc, je vois qu'il y a aussi une guerre parallèle très importante, que je crois que c'est vraiment l'importante. Une guerre qui sont contre le dollar, contre l'hégémonie des États-Unis, que je crois que c'est vraiment ce qui vise Vladimir Poutine. Mais en même temps, on voit qu'il y a vraiment une guerre de conquête. Il veut le Donbass, il veut Crimée, et il veut négocier Crimée et le Donbass pour la paix, non, ça, terrain pour paix. Donc ça, c'est vrai, c'est vraiment très classique. Donc on a deux guerres, disons, non. On a une guerre très classique, terrain pour paix. Je veux dire, ou je conquiste, ou je conquiste pas. Mais si je conquiste, je veux la paix. S'il me donne ce que j'ai réussi à prendre. Et pour notre part, on a une guerre plus géoéconomique, géostratégique, géopolitique, qui se larve là en même temps, non? Ou qu'il essaye de larver en même temps. Et c'est vraiment curieux. Je sais pas si Bruno, il va donner son contrepoint. Je le laisse un peu la parole. Quand tu veux. Oui, c'est un cas de provocation qui vient d'il y a longtemps. En fait, j'aurais envie de dire que même 2008, par là, il y a eu déjà disons, des provocations de la part on va dire, en gros, l'Occident, mais oui, il y a l'ami, l'ami. Et du coup, ça, voilà. Ça continue. En fait, on a fait une coupure pour voir le match de la France contre l'Angleterre, qui a fini par la victoire glorieuse de la France, quand tout le monde s'attendait à ça.
Et puis parce que on a eu voilà une coupure d'internet aussi. Et donc je continue, je parlais des provocations continuelles qui sont arrivées depuis les États-Unis et l'OTAN en Ukraine depuis 2000, je dirais même 2006, parce que je me rappelle, je crois qu'il y avait Chirac qui avait proposé une espèce de neutralité de l'OTAN sur l'Ukraine. Et là, à ce moment-là, je crois qu'il y avait Condoleezza Rice qui avait dit que, voilà, qui avait décliné l'offre. Puis, par plusieurs, il y a eu des élections par la suite. Et jusqu'au moment du Maïdan, les élections du 2014, qui ont été un coup d'État en réalité. Donc, et à partir de là, il y a eu une guerre civile à l'intérieur de l'Ukraine, mais bien évidemment, l'Ukraine n'est pas un pays tout court, tout entier. L'Ukraine, ça vient d'une histoire on pourrait dire que que la Russie est en Ukraine, de même que l'Ukraine, d'une certaine façon, est dans la Russie. Historiquement, la Russe de Kiev a été le berceau de la Russie, et plusieurs des gouverneurs, des leaders russes sont d'ascendance ukrainienne. Et donc, il a éclaté une guerre en 2014 entre le Donbass et le reste de l'Ukraine. Mais en réalité, tout le monde savait que même si la Russie n'avait pas envoyé officiellement des soldats au Donbass, il y avait un soutien clair de la part de la Russie. Donc, c'était clair que ça allait rester, soit ça allait se résoudre de par les conversations et les accords internationaux, les accords de Minsk avec la France, l'Allemagne et la Russie et l'Ukraine, ou par les accords de Normandie, il me semble, qui comprenaient le Donbass et l'Ukraine. Et en tout, en gros, il y a eu certaines trahisons, je dirais, de la part de Macron surtout, et des Européens, quoi, des Européens occidentaux et de l'Ukraine, pour pas appliquer les accords de Minsk 1 et puis pour passer à Minsk 2, mais toujours avec voilà, des accords à moitié faits et pas accomplis de la part voilà, des Occidentaux. Donc c'était clair. Et dernièrement, et avant l'éclatement de la guerre qui s'annonçait à chaque année, c'est-à-dire 2020, 2021, s'annonçait toujours une possibilité de l'explosion de la guerre, de l'entrée en guerre de la part de la Russie. Et ça a été déclenché de par deux facteurs. L'un d'entre eux a été la possibilité qu'avait ouvert l'Ukraine d'avoir du soutien nucléaire, des armes nucléaires facilitées par l'OTAN, par les États-Unis, et par le fait que l'Ukraine a augmenté le bombardement du Donbass, alors que la Russie avait déclaré qu'elle reconnaissait ces deux régions ou provinces qui étaient Donetsk, Lugansk, hein, Lugansk, voilà, Donetsk. Et donc là, et Donetsk. ça c'est devenu assez clair et ça a éclaté. Maintenant, qu'est-ce qu'on attendait une fois éclaté la guerre? Qu'est-ce qu'on attendait d'elle? Bah, tout le monde était, bon, les dissidents, on va dire, parce que nous, on fait partie plutôt, sinon des dissidents, au moins des gens qui n'ont pas tout à fait clair les choses et qui, voilà, hésitent un peu à gober le discours, disons, qui règne dans les médias officiels. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de ça? Et c'est la question qui s'est posée. Et moi, j'étais pas pro-russe. J'avais, disons, décerné, si l'on peut dire,
une certaine légitimité ou a admis une certaine légitimité de cette intervention russe, parce que c'est une autre question conceptuelle si c'était une intervention, une invasion ou voilà, et donc une occupation. Et donc, c'était légitime, et je pense, parce que c'est des régions de russophones, parce que c'était l'Ukraine qui voulait même réduire à ses populations à un statut de, je ne sais pas si de subhumain, mais on avait même dit, Poroshenko, l'ancien président, avait dit que les Ukrainiens étaient des citoyens de de seconde classe. Donc, oui, il y avait une certaine légitimité, sauf que ça s'est embourbé, on peut dire, dans une guerre plutôt économique. Et c'est comme ça que la perspective que j'ai de cette guerre, c'est-à-dire même si elle est dramatique de par les morts qu'elle produit, surtout dans le camp ukrainien, c'est une guerre de long souffle, où va gagner celui qui plus va tenir. Donc c'est un peu ça, la manière dont je vois tout ça. Je suis pour personne, parce que il est vrai que, sauf la France, et les autres pays européens n'ont pas la bombe nucléaire, donc on doit être sous l'égide de quelqu'un de grand. Et normalement, c'est les États-Unis. La Russie, c'est beaucoup plus compliqué qu'elle prenne notre défense. Donc, jusqu'à un certain point, je pourrais m'aligner, de par nécessité absolue, sur les intérêts de l'OTAN, sauf que je vois que à part ça, il y a aussi une certaine idéologie que je trouve que pourrait, à la limite, même détruire les pays appartenant à l'OTAN, et qui pourrait être même iatrogénique, c'est-à-dire produire des effets contraires à ceux pour lesquels elle a été instaurée, n'est-ce pas? Donc oui, ce serait ma perspective. Oui, bon, bah déjà que tu as parlé de ta perspective personnelle, j'aimerais bien parler de la mienne aussi, parce que comme justement on suppose qu'on va avoir des gens qui vont nous écouter, disons, nouveaux, non? Donc, c'est bien qu'ils connaissent un peu notre point de vue personnel aussi, des fois aussi. Donc, et surtout au début, non? Pour qu'on se connaisse un peu les spectateurs et nous-mêmes. Bon, bah, mon point de vue personnel, c'est plutôt, ouais, ça se ressemble à toi, comme ça, à ce que tu as dit en général. Seulement qu'il y a des petits points quand même que moi je ferais un peu différent. Par exemple, sur la Russie et ses motivations pour attaquer l'Ukraine, je crois qu'elles sont légitimes dans une partie, dans le sens que le Donbass et Lugansk sont vraiment deux provinces, ses caractéristiques qui sont vraiment en dispute réellement. Donc, disons qu'il y a déjà des motivations réelles pour intervenir, les Russes, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps, trop longtemps, que ces deux régions qui sont en dispute entre un pays et l'autre, il fallait le solutionner d'une manière ou d'une autre. Après, au niveau Russie versus Occident, je suis pas tellement d'accord avec ta vision, dans le sens que quand on parle d'Occident, il faut parler des États-Unis. Parce que vraiment, je crois que franchement, ni la France, ni l'Espagne, ni aucun pays européen n'a rien à dire et rien à faire sur la Russie. Je veux dire, toutes les décisions sur la Russie, ça se prend de Washington. Donc, nous, on est une succursale de Washington, faut parler clair. Moi, je pense vraiment fermement qu'on est une succursale de Washington complètement. On est vraiment des subordonnés. Et comme subordonnés qu'on est, ben, on n'a rien à dire, quoi. Je veux dire, si Washington dit qu'il faut être en contre de la Russie, ben, on est en contre de la Russie, même si nos intérêts sont pas vraiment à être en contre de la Russie à 100%, par exemple. Si on parle d'une Europe qui veut avoir une certaine indépendance, par exemple, à niveau stratégique, il faudrait avoir du pétrole. Plutôt que d'avoir du pétrole de pays qui sont pas trop stables, là, comme c'est les pays de Moyen-Orient et l'Arabie Saoudite, l'Iran, même l'Afrique avec le Nigeria, tout ça, c'est des pays qui sont pas du tout stables. Donc,
notre intérêt est d'avoir plutôt du pétrole russe. Parce qu'il est plus proche, parce que c'est plus sûr de protéger la zone de Russie à Europe. Pour beaucoup de raisons, notre vraiment intérêt européen, ça serait d'avoir du pétrole russe. Mais alors, c'est vrai que pour avoir du pétrole russe et ne pas tomber, disons, dans un chantage de Russie à Europe, donc on changerait pratiquement de chef, quoi. Au lieu d'avoir le chef des États-Unis, on aurait le chef russe qui nous dirait comment faire, que faire pour avoir ce pétrole, pour pas nous couper le pétrole ou pour pas nous enrichir, ou ça, qu'il soit plus cher, nous dirait plutôt comment faire notre politique interne, non? Et c'est ça, et là est tout le problème, non? Je veux dire, comment ça pourrait solutionner avec une Europe forte, indépendante, avec un leader firme et avec plutôt un système. C'est dur ce que je veux dire, mais je veux dire, un système démocratique, c'est pas tellement l'idéal quand tu veux vraiment être un poids important dans le monde. C'est-à-dire, si on voit une vision géopolitique du monde avec des grands blocs, si toi tu veux faire un truc important, si tu veux être important dans le monde, disons que tu as un bloc très clair, c'est les États-Unis, ok, avec l'Angleterre un peu. Tu as le bloc russe, tu as le bloc asiatique avec la Chine et l'Inde. Et tu as un autre bloc qui n'est pas tellement un bloc, c'est les pays arabes, disons, un peu. Et après, il y a l'Afrique, l'Amérique du Sud, que ils sont un peu subordonnés et ils sont pas tellement indépendants. Non, même si dans l'Amérique du Sud, tu as le Brésil qui est quand même pas trop, qui est balèze, disons, mais c'est pas tellement indépendant. Donc, voilà, si tu veux avoir un poids, l'Europe occidentale ou l'Europe va avoir un poids spécifique, si qu'il faudrait plutôt quelque chose qui se ressemblerait à la Chine, qui se ressemblerait à la Chine, pas forcément avec les mêmes idéologies, mais un commandement unique, fort, avec une armée unique et forte, intégrée par tous les pays européens, évidemment, mais il faudrait un truc comme ça. Donc, ça, je ne sais pas si la Russie pourrait l'accepter. Je sais que les États-Unis ne veulent pas l'accepter, l'Angleterre non plus. Donc, il y aurait des problèmes de leaderage. Qui lidère ça ou qui est le chef de tout ça? Donc, c'est difficile. C'est vraiment très difficile. C'est pas si facile que ça de construire une Europe indépendante, non? Mais sans aller jusque-là, que ce serait vraiment très difficile de faire, même en allant à une Europe comme on est maintenant, notre intérêt, ça serait plutôt d'avoir des bons contacts avec la Russie. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pas dans notre intérêt d'avoir la Russie en contre qui nous donne le dos, quoi. Alors, voilà. Là, je laisse le grand problème, non, que moi je vois dans l'avenir immédiat, c'est-à-dire comment on solutionne ça, qu'est-ce qu'on fait, alors, comment on peut devenir une puissance importante. Ici, on peut pas, et on admet qu'on peut pas. Bah, il faut rester avec les États-Unis, sûrement, parce que c'est beaucoup plus difficile sans être une Europe comme eux, c'est-à-dire une Europe leader, avec un leader, avec une centralité et avec une armée, pourrait parler de toi à toi avec Vladimir Poutine. Mais une Europe comme on est maintenant, imaginez-vous que les États-Unis nous coupent les liens et nous, comme on est maintenant, on essaie d'être un contrepoids avec la Russie. Bah, je crois pas. Hein. Franchement, je crois pas qu'on peut être un contrepoids, que Poutine peut nous prendre sérieux, quoi. Au sérieux. Je veux dire, on n'a même pas une seule voix. Je sais pas. Je vois un peu difficile. Et même s'il serait souhaitable qu'il y ait une Europe forte, parce que il faut bien se rappeler quand même que l'Europe a été construite par des guerres. Et c'est bien beau ce qu'il a produit comme civilisation. Hein, je dis pas le contraire. En fait, l'empire du présent, qui est en effet, c'est les États-Unis, l'hégémon, c'est de l'Europe, greffé à notre continent. Et c'est précisément de par cela qu'il a pu se développer, parce que l'Europe était trop divisée et les États-Unis avaient une population capable de faire bouger le reste du monde autour d'eux.
Et donc, c'est jusqu'à un certain point, c'est normal. Après, il y a une certaine fierté de chaque nation européenne qui trouve injuste que tout ce qu'elle a apporté à cette civilisation, si l'on peut l'appeler comme ça, parce que d'autres gens voudraient voir une civilisation dans chaque cercle national. Mais en fait, je pense que les civilisations se font sur du long terme et sur de l'international. C'est-à-dire, là, on parle de la civilisation gréco-romaine et judéo-chrétienne, et tout ce qu'on voudra, mais ça vient de, voilà. Les Anglais sont au courant de ce que les Français ont fait, de ce que les Allemands ont fait, et vice-versa. Donc, on peut pas dire on est chacun dans son coin, même si ils font semblant, c'est vrai, il est vrai, les anglophones, d'être un peu autosuffisants, mais c'est faux. C'est faux en réalité. Le besoin qu'ils ont eu des Européens, des nazis par exemple, sans aller plus loin, l'opération Paperclip par laquelle ils ont importé les généraux nazis, les chercheurs nazis pour faire leur bombe nucléaire et aussi de la part des persécutés, des juifs. Donc, tout cela leur a permis de prendre cet élan. Alors, est-ce qu'ils ont disons, notre faveur? C'est-à-dire, est-ce que nous, on va sacrifier tout ce qu'on a? Et nous, il faudrait parler aussi qui sommes-nous? Nous, moi, j'ai une certaine sympathie et je crois que toi aussi par certaines nations qui se comprennent entre elles à peu près, au moins dans notre cas. C'est-à-dire, moi, je comprends le français, je comprends assez bien l'italien et assez bien le portugais, mais l'allemand, même si je l'ai étudié, bah, je l'ai jamais parlé. Ça, le russe, pareil. Et donc, par exemple, pour faire, parce qu'on parlait des PIX. Les PIX, c'était les pays de la Méditerranée, sauf la France, qui avaient du mal à arriver à joindre les deux bouts, n'est-ce pas, à la fin du mois, et qui avaient besoin d'incrément, d'augmenter leur dette, même si la France n'en reste pas moins, elle nous a rattrapés par rapport à cette affaire de la dette nationale et qui voilà restaient comme des mauvais élèves, élèves qu'il fallait aider comme des voilà. Et donc je serais pour une union méditerranéenne, étant donné que même si, par exemple, chacun a ses propres restes de l'Empire, la France a la France-Afrique, même si mais c'est plutôt au contraire, c'est la France-Afrique qui quitte de plus en plus la France et par négligence de cette dernière, peut-être. Mais la France, d'une certaine manière, et comme on le voit dans le mondial de football, elle a déjà intégré, même si les conflits ne sont pas escomptés, elle a intégré tout son empire et on voit dans tous les sports où vraiment la France, dans les sports collectifs, la France excelle, et, sauf le baseball ou des sports qui ne servent à presque rien parce que c'est des sports de riches ou quoi, et le golf, mais c'est pas collectif. Sport minoritaire, disons, c'est vrai. Oui, et la France excelle parce qu'elle a intégré, elle a fait voilà, tout, c'est une nation impériale en fait, la France. Et c'est une nation qui reste, qui garde encore, qui préserve son domaine, le premier domaine maritime du monde après l'Angleterre ou les États-Unis, mais avec une certaine nuance juridique internationale. Apparemment, c'est la France qui même les dépasse, eux deux. Donc, qu'est-ce que la France et l'Espagne, en ce qui nous concerne, parce que nous, on est espagnol et vous français, donc mais on pourrait se regarder le nombril et voir les belles œuvres qui ont découlé de notre histoire glorieuse ou aspirer à quelque chose de plus sans aller jusqu'à se vendre son âme au diable
américain qui serait précisément de faire un bloc latin, quoi, latin. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine intercompréhensibilité et parce que tout seul, on ne peut pas, quoi. On ne peut pas. C'est faux que de dire que la France peut toute seule. C'est faux. Et, la politique actuelle fonctionne par des blocs intercontinentaux. L'Espagne n'est pas capable de faire un bloc intercontinental avec l'Amérique du Sud. Elle a besoin d'avoir une force de tirer depuis l'Europe avec d'autres forces que l'Espagne tout court. Parce que l'Espagne, disons, on peut parler des caractères, on peut parler de tout, on n'est pas incapable, c'est pas la question. C'est qu'on n'a pas le poids. On peut pas faire un empire bicontinental rien qu'avec l'Espagne. Moi, il me semble qu'on a besoin de l'intelligence, de la manière de penser, du nucléaire, de tout le savoir-faire français, et peut-être italien, pourquoi pas, et le Portugal et le Brésil, c'est déjà un truc assez beaucoup, c'est comme un pas à donner qui est assez compliqué de par la mainmise qu'ont les anglo-saxons sur ces pays-là. Mais je trouve que ce serait une belle issue dans ce nouveau siècle, quoi. Oui, oui, là on est complètement d'accord. Je veux dire, toi et moi, on a parlé souvent de ça. Ça sera un peu, moi je suis même plus ambitieux. Des fois, j'ai dit aussi que en compte rendu de notre interrelation très étroite avec le Maroc et l'Algérie avec la France, Maroc avec l'Espagne, par exemple, à tous les niveaux, vraiment tous les niveaux. On pourrait même inclure ces deux pays de rentrée, je veux dire, même la Tunisie peut-être aussi, dans un espèce disons, de reconstruction de l'Empire romain, simplement. L'Empire romain, c'était plutôt assez grossement dit. Ce qui a vraiment fonctionné dans l'Empire romain, ça a été finalement le bassin méditerranéen tout entier, Grèce inclus, évidemment. Et c'est ça qui vraiment avait fonctionné le mieux. Les meilleures années ou les meilleurs moments de l'Empire romain, ça a été quand on avait le bassin méditerranéen complètement ensemble, quoi. Donc, ce serait vraiment intéressant de pouvoir, d'une forme ou d'une autre, promotionner ou essayer de reconstruire une espèce d'empire romain qui inclurait en exclusivité je veux dire, la France, peut-être même le sud de l'Allemagne, c'est-à-dire l'Autriche, quoi, basiquement. Et peut-être aussi quelques pays de l'Est de l'Europe, les plus près, ça c'est sûr. Par exemple, les Slovénie, quelques pays comme ça du bassin méditerranéen aussi, non, la ex-Yougoslavie, basiquement. Et peut-être aussi la Roumanie et la Bulgarie, je ne sais pas. Ça serait pour voir, non? Mais ça serait vraiment intéressant parce qu'on ferait un bloc très proche dans tous les sens, même dans notre cas, Portugal, Espagne, France, disons, même dans la langue, parce que finalement, c'est pas des langues très, très différentes. Ils ont vraiment une racine très, très, très proche. Et donc, ça serait facile pour nous de nous entendre, de nous comprendre, non? Dans tous les sens. Caractériellement, on est vraiment très, très ressemblants. On est quand même encore des Romains, hein, c'est tout. On est vraiment encore des Romains, il faut pas nous tromper. Donc, ça serait vraiment très, très intéressant de faire ça. Et peut-être l'Allemagne et l'Angleterre, ils resteraient dehors, sûrement pour les multiples intérêts qu'ils ont. En fait, si on réussirait à refaire un truc comme ça, moi j'imagine, c'est pas tellement dur pour moi d'imaginer que l'Angleterre elle resterait avec l'Amérique et l'Allemagne elle resterait avec la Russie. C'est vraiment l'alliance naturelle, naturelle, quoi. Je veux dire, l'Allemagne et la Russie, l'Ukraine, la Pologne, tout ça, c'est vraiment un bloc qui serait capable de se comprendre et de faire un espèce de leaderage entre eux. En réalité, c'est un bloc très, très, sûrement pour tout, pour caractère, pour mille choses. Ça serait un bloc qui serait bien ensemble, très sûrement, non? Et nous, même, si on veut impliquer un petit peu plus, dans notre cas,
je sais pas, le Moyen-Orient, il n'est pas très loin de nous. En réalité, il y a beaucoup de vestiges romains en Syrie, en Irak, dans tous ces pays-là, même l'Arabie Saoudite, si on va par là, ils sont pas très loin de Rome. Ils ont plus à devoir à Rome et à Grèce, sûrement, que ce qu'ils veulent admettre, sûrement aujourd'hui. Mais en réalité, c'est du romain. Hein. Je veux dire, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, même s'ils ont été en guerre, les Tunisiens, avec les Romains, mais après, ils sont devenus romains quand ils ont perdu. Donc, vraiment, en réalité, on est vraiment un peuple, on est des peuples qu'on peut se comprendre très très bien. On est voisins, on a toujours été voisins, finalement. Si on fait des études d'ADN d'un Tunisien, d'un Français, d'un Espagnol, on a tous des mélanges très très semblants, sûrement, très très semblants. Donc, ça serait retourner à une espèce d'empire romain. C'est peut-être une solution, sûrement. Oui. Et très difficile à faire. Oui, j'admets que c'est peut-être difficile pour tous les intérêts, parce que toujours, il y a toujours un pays qui veut se faire le leader, il y a toujours qui serait le chef de tout ça. Avant, c'était très facile, parce que c'était Rome, c'était pas compliqué. Mais maintenant, c'est qui? Ouais, on dirait que naturellement, c'est pour être Paris. Mais voilà, l'Espagne, l'Italie, ils ont quelque chose à dire. Le Portugal aussi, peut-être. Je sais pas. Enfin, ça serait difficile, je l'admets. Mais pas impossible, je crois. Pas impossible. Si on met de la bonne volonté. Là. Oui, mais je pense qu'il y a une certaine coupure claire qui est l'islam. Je pense que l'islam a coupé la Méditerranée définitivement. En fait, le nord de l'Afrique n'est plus le nord de l'Afrique de l'époque. Là, c'était des Berbères. Et à présent, il y a peut-être un 70% de sang arabe, en fait. Des Berbères, il y en a quelques-uns qui courageusement demande une certaine autonomie, mais véritablement, il faut pas rêver, quoi. Et donc, et même la mienne, c'est une belle liste de vœux, mais je pense que, c'est-à-dire, c'est vraiment, on pourrait dire utopique, mais je pense que par les difficultés, n'est pas si impossible, si loin que ça. Étant donné que l'Union européenne s'est déjà faite et qu'il y a certaines bases, par exemple, maintenant on vient d'ouvrir ça s'appelle, bon, c'est une voie, le projet s'appelait le MidCat, c'est une façon de transporter du gaz de la Catalogne vers la France, vers le port de Marseille, je pense. Maintenant, ça se fait sous le prétexte de l'hydrogène vert. Et ça s'est ouvert. C'était une voie qui avait été bloquée de par la France, excusez-moi, hein, mais c'était la France qui avait pas voulu, peut-être par jalousie, parce que l'Espagne, c'est le pays de l'Europe qui a plus d'usines de regasification A. Et donc, elle voulait, d'une certaine manière, elle, qui a le nucléaire qui couvrait ses besoins, elle voulait pas que l'Espagne, disons, puisse fournir l'électricité à l'Europe. Et donc, maintenant, apparemment, sous le prétexte de l'écologie et l'hydrogène vert, ça vient de s'ouvrir. Et donc, cette voie. Donc, il y a des infrastructures qui commencent à se réaliser de par le manque, de par les difficultés précisément. Et je ne pense pas que la cohésion européenne aille aboutir à terme. Et j'entends par là avec l'Allemagne, avec des pays si éloignés que nous, mais pourtant, lorsque ça éclatera, qui pour moi est à peu près certain, il faudra voir si chacun part de son côté ou si des coagules, des petits caillots se forment entre des pays qui ont déjà profité des structures européennes pour les maintenir. Et ça parle pas d'un leadership, quelqu'un qui aurait à prendre le leadership. C'est une confédération, en fait. Ça prendrait la forme d'une confédération. Et en fait, pour ça, pour se confédérer, c'est comme les Suisses, il faut avoir un ennemi, en fait.
l'ennemi, évidemment, comme tu avais dit tout à l'heure, il y a l'Allemagne et la Russie l'Allemagne, elle a envie, quoi. L'Allemagne, c'est comme l'animal sauvage qui a été domestiqué et qui vite veut revenir dans la nature parce que, voilà. Et donc, l'Allemagne, elle veut serrer la main de la Russie parce que c'est ce qu'elle a fait depuis Merkel, depuis 2006 ou par là. Et elle s'est approchée de la Russie et avec l'inconvénient actuel qu'elle se trouve dans une dépendance du gaz russe qui, avant, lui était fourni à un prix irrisoire et qui, actuellement, elle doit suppléer avec d'autres sources en revenant, par exemple, au charbon, ce qui va contre toute cette, toutes ces conneries, genre du statut de ce qui est vert, de ce qui n'est pas vert. Maintenant, le gaz, c'est vert, le, le nucléaire, c'est vert, mais trop tard, ils ont tout fermé, quoi. Ils ont fermé toutes les nucléaires. Pareil pour la France, pour laquelle je pense qu'il n'est pas toujours trop tard, euh, qui avait pris les décisions, pas qu'avec Macron, mais avec Macron, avec un peu plus de fruition que jamais, de fermer pas mal de nucléaire, même si à la fin, il a annoncé d'ouvrir à long terme, parce que même les projets ne se sont pas encore mis en place. Ouvrir 6 petites nucléaires par-ci par-là, mais genre, c'est une annonce d'effet pour faire un gros effet. On ne sait pas, c'est-à-dire, il faut des faits réels et pas que de l'idéologie. Macron, c'est un, comme disait Alain Mank, celui qui l'a recruté pour la banque Rothschild. Il disait que Macron, c'est très bien, c'est très bien, c'est un mec bien, mais comme l'office le demande, l'office de banquier d'affaires ou de commercial, bah, il faut être un peu pute pour ça. C'est-à-dire, il faut bien savoir vendre euh, les produits, en fait. Et donc, Macron, en réalité, c'est un pantin des États-Unis. Tout le monde le sait. Voilà, tout le monde le sait. Et non, excusez-moi, c'est vrai que les gens qui vont nous écouter, je pense qu'ils sont assez au courant. Mais, mais en réalité, il y a, comme dit Olivier Delamarche, c'est incroyable. Les gens continuent de voter pour Macron, quoi. Ils n'ont pas compris. Il est vrai, il est vrai que si la prétendue comment dire, si Le Pen était vraiment une candidate au pouvoir, ce que je crois nullement, je pense qu'elle ne veut même pas gagner. Elle fait tout ce qu'elle peut pour être là où elle est et pas monter au trône, pour ainsi dire. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'alternative, que tout est assez bien pris, qu'avec Fillon, on l'a vu. Fillon qui a été disons, avec une petite rafle, disons, sur sa réputation, a été éliminé de la course à la présidentielle. Fillon qui était plutôt pro-Poutine. Et donc, il est vrai que de par le pouvoir de l'argent et de l'influence, il n'y a pas d'alternative, n'est-ce pas? Mais les gens continuent de, de s'agripper à la nécessité. Comme il n'y a pas d'alternative, alors il reste bien quoi, bien immobile sur ce que on ne, si on, la liberté, c'est accepter la nécessité, comme disait Spinoza. Et donc, il accepte assez bien. Donc, avec cette mentalité, il est vrai que rien ne pourra changer, que d'alternatives ne pourront pas surgir et qu'elles ne surgiront qu'à travers le conflit et même en supputer une possible guerre civile, qui sait, n'est-ce pas? Mais bon, ça se verra. Donc, moi, j'ai pris quelques notes. Il y a un truc que je voudrais ponctualiser. Je suis pas d'accord avec toi dans le truc de ton analyse du monde arabe.
et l'islam qui a coupé en deux la Méditerranée. Attends. Donc, il y a une matisation historique. Pour moi, le monde berbère et le monde, disons, marocain, algérien, tunisien, c'est pas vraiment arabe. C'est-à-dire, si on est strict dans l'histoire, c'est les Arabes qui ont envahi ces pays et qui ont emporté l'islam pour la force dans beaucoup de cas, parce que c'était des pays, c'était une zone qui était, à part de berbères et de berbérisque et tout ça, que c'est une race un petit peu à part de l'arabe, mais ça c'est primatisable et tout ça. Mais c'était il faut pas oublier que c'était une invasion arabe qui a islamisé cette zone qui n'était pas islamique au début, mais pas du tout. Ils étaient des polythéistes, comme tous, comme les Romains. En plus, ils avaient des influences très romaines dans leur polythéisme et des influences aussi grecques et même égyptiennes, antiques. Donc, je veux dire, c'était vraiment des gens polythéistes qui n'avaient rien à foutre de l'islam, ni du monothéisme, ni rien. Le christianisme, il avait essayé de rentrer dedans, mais ils n'avaient pas réussi tellement non plus. Donc, je veux dire que, et racialement, ils sont pas arabes. C'est-à-dire, un Marocain et un Algérien, même s'il n'est pas berbère, il n'est pas arabe non plus. Je veux dire, c'est un espèce de mélange comme ça, méditerranéen. Il y a des Arabes qui sont mélangés, mais pour une chose très, très claire, les Arabes, ils se sentent supérieurs comme race à les Maghrébins. C'est-à-dire, les Maghrébins, pour eux, c'est une sous-race. C'est pas de la race pure, c'est pas de l'arabe. L'arabe, il faut voir que l'arabe, c'est l'arabe actuel qui se sent arabe, qui se sent supérieur aux autres. Racialement, c'est l'arabe saoudite, c'est les Syriens, c'est quelques Irakiens, pas tous. Et on va prendre aussi peut-être le Liban un petit peu. Et on va prendre, pas grand-chose plus. Hein. C'est ça les vrais Arabes pour eux-mêmes, je veux dire. C'est la souche, oui. Ouais, la souche. C'est les vrais Arabes raciales. Ouais. Il y a même des émimes, je veux dire, je sais, par bonne source, parce que je les ai vus entre eux, qui se moquent. Les Arabes, ils se moquent des Maghrébins. Ils se moquent des Maghrébins parce qu'ils sont trop noirs de peau, ils sont trop obscurs et tout ça. Et le vrai Arabe, il est plutôt blanc de peau. Tu vois les princes d'Arabie Saoudite, ils sont pas trop noirs de peau, ils sont plutôt blancs, d'accord? Et tout ça, ça vient, si on veut remonter encore plus dans le temps, ça vient de que vraiment l'arabe, il a plutôt des origines en réalité, ils veulent pas l'admettre, mais c'est des origines iraniennes, clairement. C'est des origines, disons, de ce qu'appelaient les gens là, les nazis, tout ça, comment ils appelaient ça, les Ariens. Les Ariens, non, je pense pas. Je sais pas si on peut dire comme ça, mais moi j'associe toujours les Ariens avec les Iraniens et avec. Oui. Peut-être je me trompe dans les noms et dans les. Après tu m'attises si tu veux et tu me corriges. Mais dans le sens que moi je vois que disons il y a une race qui est un peu plus blanche et ça serait les Arabes, d'accord. Et après il y a les Maghrébins qui sont un peu plus obscurs et les Égyptiens aussi qui sont un peu plus obscurs de peau et ils sont pas tellement même aujourd'hui en plein cycle 21 il y a encore cette petite bagarre comme ça. Donc, les Maghrébins, pour un truc qui est très typique dans tous les pays du monde, dans tout ce que j'ai vu au long de ma vie, pour un sentiment d'infériorité et un sentiment, disons, de nouveau, c'est comme si toi, tu es d'un pays, ou toi, tu es d'une religion et tu te fais une nouvelle religion pour faire voir que tu es plus religieux que l'autre, tu fais voir encore plus ta religion et ton credo, non? Et les Maghrébins, c'est pareil. Ils se font voir plus arabes que les propres arabes parce ils savent qu'ils ne sont pas arabes. Donc, ils se font les arabes, quoi. Mais je sais que c'est très polémique ce que je dis, mais c'est la pure réalité. Hein. Après, si un jour on parle avec Rayad, il va te le dire, parce que je crois que lui, il le sait aussi. C'est la pure réalité ce que je dis, et je le dis sans sentiment, ni en contre, ni en faveur de personne. Je veux dire, je fais un analyse froid de la situation, de ce que j'ai vu, de ce que je connais, et c'est comme ça. Donc, c'est ça que je voulais baptiser parce que si vraiment les Maghrébins, ils voudraient se couper la relation avec les Arabes, qu'ils peuvent le faire s'ils veulent, et reprendre sa vraie orgueil de race qu'ils l'ont, ils seraient libres de toute arabitude, ils en ont aucun besoin. C'est-à-dire, un Algérien, un Tunisien, un Marocain, il n'a aucun besoin d'être arabe. Il est maghrébin,
avec orgueil, il pourrait être orgueilleux de sa maghrébinité, disons, et il pourrait embrasser, il pourrait plus, je veux dire, prendre dans ses bras une autre religion aussi. Hein. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de pratiquer. Mais là, Je sais que je rentre dans des trucs très polémiques, je sais, mais mais je le fais exprès. Oui. T'es Euh, ouvert à faire des missionnaires. Non, mais. Ah, bah, écoute, non, mais c'est la vérité, hein. Je sais que c'est pas que Oui, non, c'est non, mais oui, dans le long aujourd'hui, terme. c'est pas possible, ils veulent même pas, eux, sûrement. Mais c'est Oui, la pure vérité. C'est la dans pure le long vérité. terme, il est vrai que l'Empire ottoman a empiété sur l'Europe, est arrivé à Vienne. Il y a des Européens, les Albanais sont musulmans. Mais Mhm. pareillement, ça pourrait arriver dans 2 siècles en sens inverse. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une idéologie, une religion en Europe qui puisse maintenant proposer un truc du genre, si ce n'est pas certaines. On avait parlé par là du noagisme, par exemple, ou d'autres, ou de l'écologie, un certain totalitarisme, césaropapisme, c'est-à-dire. Mais je le vois comme un projet un peu trop poussé quoi par les élites qui plutôt préfèrent avec toute cette bon, l'écologisme c'est pas une connerie mais disons que la façon de l'imposer toujours avec un écart de trop il me semble que c'est plutôt une façon de garder leur poste en se moquant du reste quoi. Et donc, et qu'ils savent que ça va pas s'imposer en fait, parce qu'il y a la Chine, parce qu'il y a certains pays et certaines civilisations qui ne l'achètent pas quoi le discours. Donc, il est bien distant, bien lointain. Je vois il est bien compliqué de l'appliquer, mais je peux m'accorder avec toi sur le fait que il peut y avoir un certain racisme, je sais pas racisme, mais concurrence entre des nations arabes. Mais je dirais que de même que les Hispano-Américains, les Péruviens, les Vénézuéliens, les Argentins sont des hispaniques, même s'ils sont pas mal ils sont pas mal métissés avec les indigènes qui étaient là-bas avant. De même, les gens du Maghreb et du Mashrek, de l'Égypte aussi, sont aussi, de la Libye, sont aussi déjà arabes dans un certain sens, à savoir qu'ils parlent la langue arabe. Et la langue, moi, j'admets qu'il y a des races, des ethnies, des différences, quoi. Il y a des différences. Les uns sont différents aux autres, et ça se voit dans la tête. Et, et il faut dire, moi je pense que même les Berbères, à mon sens, sont plutôt un peu plus blancs que les Arabes. Les Arabes sont de souche sémitique, qui est une souche qui, voilà, peut-être s'est formée il y a 30 000 ans dans la péninsule Golfe Persique, la péninsule arabique. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu d'autres courants qui sont passés de de l'Asie centrale vers l'Iran et la Perse, et l'Inde, qui ont donné aux Aryens, aux Indo-Aryens. Mais là, il y a une certaine coupure, même s'il y a des métissages, c'est sûr, en Irak et tout. Mais la souche arabe et sémitique est plutôt café au lait, quoi. C'est une couleur. Et par contre, on voit dans le cas de Zidane ou de Benzema, les Berbères, même si au fur et à mesure qu'on rentre dans le Sahara, on trouve, il est vrai, que ça s'assombrit, ça s'obscurcit un peu, le temps du visage. C'est les Mauritaniens, les Touaregs. Et là, oui, ça devient un peu plus interface entre les sémitiques et les berbères. Même si les berbères appartiennent à la même souche que les sémitiques, c'est les afrosémitiques, il me semble. Donc, et donc,
il y a une certaine, même si on peut dire que les Arabes ont rejoint ou envahi, si l'on veut dire. D'autres ne seront pas d'accord avec ça, mais on rejoint et ont euh, partagé leur religion avec les Maghrébins. Et, il fut un temps où ils étaient déjà d'une même souche. Il y a 20 000, 30 000 ans, ils appartenaient à la même souche. Donc, il y a une convergence après une divergence au préalable. Donc, ça, si l'on veut pas être évolutionniste, de par les évidences qu'on a de la génétique, qui pour moi sont assez claires. Moi, je suis biologiste et pour moi, il n'y a pas de doute, quoi. Tu as des gènes et tu vois les divergences et comment ça convergeait et tout ça. Mais même dans la Bible, on peut le voir. C'est le fils de Sem, de Cain. Bueno, maintenant, je ne peux pas me rappeler des trois souches, mais on le voit bien que c'était déjà réuni dans une même lignée. Et donc, Ouais, attends, pardon Bruno. Moi, je suis d'accord avec toi. Ces mathématisations sont très intéressantes. Mais enfin, si tu remontes si loin, oui, finalement, tu vas retrouver Lucie et on est voilà. tous de l'Afrique, du Adam, bassin. Adam et Ève. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, oui. Mais on est d'accord, c'est-à-dire il peut y avoir, c'est sûr, des hiérarchies au sein des Arabes. On va les appeler Arabes Moi, en je parle général. aussi de Voilà. sentiments. Il y a des sentiments, je veux dire. Hmm. Les gens, ils sont pas si Ouais. techniques ni si. Tu sais bien que ces choses-là, ils fonctionnent plutôt au sentiment. Je veux dire, les Arabes, ils ont le sentiment de la supériorité parce qu'ils ont la Mecque, parce que Hmm. Mohammed, il est né là-bas, parce que la religion est née là-bas. C'est aussi ça. C'est pas seulement racial. C'est une supériorité morale aussi, non? Ils ont une supériorité morale sur les Maghrébins aussi. Et les Maghrébins, ils ont envie d'être considérés d'Arabes pour, pour disfruter aussi, pour pouvoir, disons, euh, pour pouvoir Et, oui, avoir le même sentiment de supériorité oui, ou de bien-être, non, qu'ils sont les Arabes, quoi. Et donc, ouais, ils adorent dire qu'ils sont Arabes, ils adorent dire qu'ils sont de race arabe, parce que comme ça les met plus proches ouais, de leur Mohammed, ouais, du prophète, non? Je veux dire, ouais. et donc, quand tu es religieux, Oui, ta vie se base sur la religion, plus près tu es du prophète, plus près tu es du bonheur, quoi. oui. Donc, c'est pour ça que leur identité, ils Oui, se veulent arabes, beaucoup d'eux. ouais. Mais s'ils auraient une culture, et s'ils auraient un orgueil de culture, et un orgueil qui leur a été volé sûrement par le temps pour les Arabes, mais s'ils auraient conservé leur orgueil racial au moral de maghrébins, de souche, ils devraient, en réalité, le naturel, ça serait complètement, disons, Oui, bah, c'est. bah ouais, disons, écarter l'identité arabe, complètement écartée, dehors, et la religion comme il veut. Mais dire qu'ils sont arabes, Ouais. ça devrait Oui, être honte oui, pour un je comprends. maghrébin. Oui. Honte. Je comprends un peu par où tu veux aller. C'est-à-dire qu'avant l'islamisation du Maghreb, les Maghrébins étaient plus proches, même si de par les gènes, peut-être, ils étaient plus rapprochés aux Arabes, mais plus proches civilisationnellement des Européens, des Bien sûr, Méditerranéens, que bien sûr. des Arabes qui habitaient une terre désertique et voilà, qui avaient une certaine Voilà. marge assez réduite par rapport à ces questions culturelles. Ça, c'est vrai, oui. Hmm. Mhm. Après, il faut dire que s'ils ont si bien assimilé cette religion, il doit y avoir une raison. C'est-à-dire, moi, je connais pas l'idiosyncrasie des Maghrébins qui appartenaient à l'Empire romain, des Carthaginois, oui, mais les Carthaginois de Tunisie et de par là, en réalité, c'était des Phéniciens qui avaient installer certains ports sur la côte voilà, de la Tunisie, notamment. Et c'était certains ports, c'était des villes, des villes. Mais on ne peut pas dire que les Carthaginois, c'était
des Maghrébins tout court. C'est comme dire que Marsilia, qui avait été un port grec, bah, c'était des Gaulois. Bon, ouais, il faut nuancer, quoi. C'est pas exactement ça, n'est-ce pas? Donc, je sais pas à quel point Saint-Augustin d'Hippone ou d'Hippona, le saint chrétien qui habitait à Tunis, à Carthage, il était certainement très romain, on va dire, et très chrétien une fois qu'il a quitté son paganisme. Mais les gens qui l'entouraient, je ne sais pas. Peut-être que dans sa cité, peut-être qu'ils étaient assez romains, et alors les tribus qui pullulaient autour, là c'est une question d'anthropologie dont je pourrais pas voilà, me décider. Non, non, je te comprends parfaitement. En plus, si on commence à être très strict et on commence à être très matisé, disons, on fait nuancer plutôt, on dit en français. Si on commence à être si nuancé, bah, on commence à se perdre parce qu'il y a beaucoup de nuances, non? Oui, C'est oui, pour oui. ça que c'est toujours mieux se réfugier dans les généralités, parce que les généralités, ça marque une tendance. Et les tendances sont plutôt claires, entre guillemets, sont plutôt claires les tendances. Si on commence à faire vraiment du nuancement et on commence à regarder, à faire la loupe plus petite, plus petite, plus petite, ça commence à se compliquer beaucoup. Ouais. Ça commence à se compliquer beaucoup parce qu'effectivement, il y a beaucoup de nuances. Donc, surtout quand on parle de tribus, de races, il y a beaucoup de nuances parce que on parle du temps long et dans le temps long, il y a beaucoup de mélanges, d'histoires, beaucoup de mouvements entre tous. Hein. C'est pour ça que moi j'aime mieux parler toujours de généralité parce que comme ça, on Bah, est dans des grandes tendances c'est et l'islam qui fait c'est l'islam qui fait la différence. C'est là qui. ah ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et pourquoi ils l'ont accepté si bien? Bah, je crois franchement, hein, pour ce que j'ai lu dans mes livres d'histoire romaine, même grecque, que j'ai pu lire traduit en espagnol, j'ai pu lire des livres, même si tu lis du grec classique, des fois des, il y a des historiens, il y avait quand même des pseudo-historiens, des gens qui faisaient des rapports comme ça, même à travers des batailles, des livrets, non tu comprends à grands traits qu'on dirait que plutôt, surtout les Romains, dans le cas de l'islam, non parce qu'ils sont plus proches historiquement que les Grecs. Mais tu comprends qu'on dirait que ça a été plutôt. Faut être sincère aussi, franchement, ça a été un peu ça rentrait par le sang, hein, je crois plutôt, hein, plutôt qu'une acceptation comme ça. Même si j'ai lu aussi des historiens arabes et des historiens qui disent que c'est rentré pour l'amitié parce que c'était comme civilisationnel, c'était comme un truc pour les mercadaires, pour le. Sûrement, je dis pas que non. Il y a une partie de la religion qui s'est peut-être étendue grâce à la paix, je veux dire, et aux bénéfices qu'ils avaient de prendre cette religion pour être un peu plus connecté avec les commerces, les caravanes, tout ça. Bon, bah, moi, je dis pas que non, mais on dirait qu'il y a eu beaucoup de sens. Il y a un verset, hein. Il y a en fait un Romain, je sais plus si c'est Saint-Augustin, je sais pas qui c'est, parce que j'ai les noms, je retiens jamais, mais j'ai lu un livre qui était très intéressant, qui disait, il y avait un poème, je crois, une espèce de, ouais, c'était un poème, je crois, qui disait très clairement que, par exemple, il y avait une jeune maghrébine berbère qui était raptée par un arabe ou un truc comme ça et exécutée dans une place publique parce que ses parents, ils n'avaient pas voulu se convertir à l'islam ou elle n'avait pas voulu, elle, prendre l'islam pour être avec un mari arabe ou un truc comme ça. Un truc comme ça. Et ce petite anecdote qui est vraiment réelle, écrit en latin, et te dit un peu, je dis pas que c'est l'extrait qui nous dit toute l'histoire, mais je veux dire, ça te dit qu'il y a eu aussi du sang, quoi. Il y a eu, ça a été un peu par la force, hein, l'islam imposé dans le monde du Maghreb. Après, ils édulcorent, non? Ils édulcorent leur histoire. Celui qui gagne, il édulcore toujours sa victoire, je veux dire. Et toujours, ils veulent faire voir que c'est une victoire légitime, que c'est rentré plus par la paix que par
que par, disons, que par la Oh, guerre. Mais je crois que ça n'a pas été comme ça, quoi. Hein. mm. Il y a un terme à moyen terme, c'est la soumission. En fait, et je crois qu'ils vont être à l'aise avec ça. Ils se sont soumis à Allah, en fait. C'est l'islam, ça signifie soumission, et donc on va être tous d'accord. Et alors, par exemple, je t'avais passé un lien d'une vidéo d'une chaîne africaine francophone, et là, il parlait de l'unité de l'Afrique, notamment de l'Afrique noire, j'entends. Mais il confrontait un musulman avec une personne qui avait quitté le catholicisme et donc qui voulait pas de religion asiatique parce que ou européenne parce que le judaïsme, le christianisme, c'est des religions pas africaines en fait. Et donc il posait cette question-là de jusqu'à quel point l'Afrique, s'il y avait une unité dans ce continent-là, pourrait atteindre cette unité et en se défaisant des influences externes, comme pourrait l'être n'est-ce pas? Mais entre des gens, disons, de cette, les afro, les subsahariens, je comprends mieux la question. Parce que parmi ces gens-là, on voit un partage des deux religions, du christianisme et de l'islam. Et donc, on voit aussi, ils partagent une certaine souche génétique aussi. Mais pour la partie du nord, pour le Maghreb et le nord de l'Afrique, alors je le vois un peu plus compliqué que ça parce que ils vont pas accepter, ils se sentent pas africains dans ce sens de, disons, de fraternité génétique. L'unité qu'ils peuvent tirer de l'Afrique est très floue en fait. C'est une unité qui plutôt, en réalité, non, c'est une unité de latitude géographique. C'est c'est un climat peut-être entouré de côtes et de mers assez fermées comme la Méditerranée, la mer Rouge, la mer qui passe par les deux mers du Golfe Persique. Mais, et donc, la partie de la Terre qui est parcourue par des zones plutôt désertiques, mais en même temps qui sont parcourues par des grands fleuves et qui ont donné naissance en réalité à la civilisation néolithique, l'agriculture, voilà. Et donc, par des civilisations hydrauliques dont parlait Marx, euh, et dont on a parlé au 19e siècle. Et donc, disons que la solidarité de ces gens-là va plutôt dans un sens de latitude euh, africano-asiatique. Et donc, je pense que l'idiosyncrasie, c'est-à-dire l'unité d'esprit va par là. Va par là, et on le voit dans les commandements ou les cinq, par exemple, la manière de se diriger, de s'adresser à la Mecque, la manière de jeûner. Et tout cela ne pourrait pas se faire au nord. Au nord, tu peux pas jeûner comme ça. Et en Suède ou au Groenland, tu peux pas jeûner le Ramadan parce qu'il fait pas, il fait pas jour dans toute la journée. Le soleil n'apparaît pas dans l'horizon. Donc, tu vas passer 30 jours de Ramadan ou de 4 semaines ou quoi, sans rien, sans point manger. Donc, c'est une religion qui est spécifiquement pour cette frange géographique. Et par là, alors, la question se pose, qu'est-ce que ils peuvent faire et quelles prétentions peuvent-ils avoir par rapport au reste des régions? Parce que il est vrai qu'ils sont arrivés à l'Indonésie. Et l'Indonésie, c'est assez, et au Bangladesh, c'est par là. Et c'est assez, il y a une végétation qui prolifère pas mal. Donc, ils peuvent avoir des prétentions sur d'autres régions, mais il n'est pas si simple que ça.
Et c'est ça qu'il faudrait. Oui, en fait, justement, maintenant que tu parles de l'Indonésie, justement, en Indonésie, il y a eu une polémique, justement, ça fait pas trop longtemps, ça fait quelques jours, en fait. Le Parlement indonésien, il a promulgué une loi sur, je crois, que les femmes, elles doivent être vierges pour je sais pas, qui se met dans un aspect très, très, disons, sur la sexualité des femmes quand ils se marient. Il y a quelque chose de très islamique qui s'est mis dans la constitution indonésienne, non sans polémique, parce que je crois que l'islam indonésien jusqu'à maintenant, c'est un islam très light, hein, très, très, très light, qui prenait les grands fondements de l'islam, disons, non? Mais il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas implémentées dans la vie quotidienne d'un Indonésien, quoi. Je veux dire, parce que la grande influence de l'Indonésie, c'est comme tout le reste de l'Asie, il y avait beaucoup de bouddhisme, il y avait beaucoup de hindouisme, enfin, il y avait des influences quand même euh, clairement de l'Inde et de la Chine, non? Parce que l'Indonésie, elle est au sud complètement de l'Asie, vous savez. C'est des îles, il y a, je sais pas, c'est des milliers d'îles. Je sais pas s'il y en a 1000 ou 1000 et quelques. Après, à part les deux grandes, non? Aux trois grandes qui sont deux, trois grandes. Il y a deux, trois grandes îles et après tout le reste, c'est vraiment des milliers d'îles. Et l'Indonésie, donc jusqu'à maintenant, il avait pratiqué un islam très sui generis, je veux dire très très adapté à l'Asie, quoi. Et maintenant, on dirait que ça commence, ils rentrent en un islam plus rigoriste. Et maintenant, ils sont un peu comme, ils sont en train de faire une dérive un peu à la iranienne, un petit peu. Et on dirait ils commencent à appliquer quelques éléments de la charia. Mais jusqu'à maintenant, c'était vraiment un islam très laïque. Donc, je ne sais pas s'il s'appliquait vraiment à ras de table toutes les choses de l'islam. Je crois que l'islam, dans son expansion, elle est en pleine expansion, on a encore. Et je crois qu'ils sont très conscients, les popes islamistes, hein, les grands chefs de l'islam, ils sont très conscients qu'ils ne peuvent pas imposer l'islam avec le modèle strict, parce que comme tu as bien dit, une grande mathématisation que tu as faite, et ils savent très bien qu'il faut faire des exceptions, non? Si un Arabe vit en Suède, ils savent très bien que le Ramadan, ils ne peuvent pas le faire exactement comme il faut le faire, donc ils lui donnent comme je crois comme des prérogations, des choses, des exceptions. Et ils ont le droit de faire quelques disons, choses qui sont pas tellement. Aller en enfer, par exemple. Aller en enfer, par exemple. Ah, ouais. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, comme tout le monde, je veux dire, quand tu veux t'imposer si loin de ta maison, bah, tu dois faire des exceptions, tu dois permettre disons, originalités, non? Pour dire quelque chose. Et dit ça, bah, c'est pour te dire tout ça que oui, que évidemment, sûrement, l'acceptation du Maghreb, ça a été aussi parce que c'est vrai qu'ils sont dans la même rangée géographique. Et c'est vrai que ça a aidé sûrement beaucoup parce que c'était pas difficile de comprendre pour un Maghrébin, effectivement. Le jour et la nuit se lèvent et se couchent très, très semblant à la péninsule arabique. Les horaires sont presque les mêmes. Je veux dire, bon, bah, tout est, disons, pas mal coordonné pour que tu acceptes tranquillement cette religion sans trop de préjugés, comme on dit en français, de résistance, de préjugés. Ouais, parce qu'il n'y a pas trop disons, de choses qui te font mal, quoi. Je veux dire, qui font mal aux yeux ou qui étonnent, non? Ouais. Donc, voilà. Oui, tu as fait une bonne analyse dans le sens de l'acceptation. Bien sûr, mais moi quand je vous dis à dire qu'il est rentré par le sang, je ne veux pas dire que tout est rentré par le sang, le feu, mais je veux dire qu'il y en a eu du sang et du feu. Il ne faut pas aussi lui mettre un titre qu'il ne mérite pas. Je veux dire, c'est rentré sûrement facile, je ne dis pas que non, mais c'est pas rentré quand même comme du beurre. Hein. Je veux dire, il y a eu des résistantes. Hein. Il y a eu des résistantes beaucoup plus sûrement qu'on sait. Et c'est ça que je voulais dire.
Même eux, je pense qu'ils l'acceptent. Au moins, celui qui avait participé, c'était un débat. Ça s'appelle la vidéo dont je parlais tout à l'heure. Ça s'appelle Kémitisme versus l'islam. Et Mhm. le musulman, il admettait qu'en effet, bah, il y a des cas, des exceptions. Il parlait d'exceptions qui ont été menées par l'épée et le bouclier, quoi. Et donc, je pense que c'est admis. Et donc, après, bon, pour ce qui est la France, en réalité, ce qu'on voit, c'est que le problème de la France n'est pas seulement, bah, problème, si l'on veut le voir comme ça, parce que d'autres verront comme une opportunité. Et c'est vraiment une opportunité, comme j'avais dit, euh, en, en sport, en sport, la France est super performant grâce à ça. Et si l'on peut tirer un bénéfice de cette diversité, bah, tant mieux. Mais je veux dire, en France, le problème, c'est qu'on n'a pas que l'islam. On a des diverses races, on va les appeler comme ça, ou des diverses ethnies qui ne sont pas faciles qui ne sont pas prêtes à s'intégrer à n'importe quoi. Et même les Français de souche sont pas prêts à s'intégrer à cette... Parce que c'est quoi la France? C'est une question intéressante c'est quoi la France? La France, hum, et on a dit que c'est les droits de l'homme, quoi. Le droit de l'homme, c'est l'abstraction. En réalité, la France, c'est quoi? On peut commencer par les Romains, mais après, il y a eu Clovis. Mais Clovis, on ne sait pas tout à fait qu'est-ce qu'il rajoute, sauf si c'est que d'intérêt certaines hordes de barbares germains qui ont parcouru l'Europe. Et puis, ben, mérovingiens, carolingiens, et le carolingien, ça implique un empire d'Occident qui reprend ses droits face à Byzance qui part de son côté. Donc la France, c'est déjà ça, mais après, il y a eu la coupure après Charlemagne qui a coupé la Germanie, pour ainsi dire, avec la Lotharingie, et puis la France de l'autre côté. Et puis l'invasion musulmane de l'Espagne a fait que l'Espagne et la France se sont définitivement séparées, s'il y avait quelques doutes. Et donc la France, qu'est-ce que c'est la France? Bah, c'est d'un côté contre les Germains, d'un autre côté, pas contre les Espagnols, mais avec les Pyrénées qui font les Espagnols, c'est, disons, c'est la muraille de la France. Sauf que maintenant, il n'y a pas besoin de muraille parce que la France, si elle avait un ennemi en l'islam, il l'a à l'intérieur. Donc, à quoi ça sert la muraille de l'Espagne? À rien du tout. À rien du tout dans ce sens-là. Il y a rien à séparer de l'Espagne parce qu'il n'y a pas. Donc, si l'islam c'était un ennemi de la France, donc je me garderai ici de, me, de donner mon avis et je ne le sais pas. Mais en tout cas, il faut qu'elle fasse avec. Et donc, la question, c'est qu'il n'y a pas que l'islam. En fait, en France, il y a les ethnies subsahariennes et les ethnies maghrébines. Et il y a, disons, trois groupes qui, avec les décennies, vont vraiment s'équivaloir en termes de population parce que les Français ne font pas d'enfants et eux, ils font d'enfants, quoi. Donc, c'est assez mathématique. Et ça va pas être un truc de l'un contre l'autre, ça va être un peu bordélique dans ce sens-là parce que hum, je parle pas en termes de globalisme et de traditionnaliste par rapport aux Français de souche. Je parle même, le globalisme même, je pense qu'il va décliner de par le contexte, quoi. Dès que l'Empire américain rétrécira un peu, s'il le fait, et alors, le globalisme n'aura pas cette emprise sur le reste du monde. Donc, mais par contre, en France, il y aura une certaine partie de la population qui va être, disons, tolérante, assez ouverte envers
les nouveaux venus, même si ça fait des décennies et des générations qu'ils sont là. Et une autre partie de la France va je ne sais pas si se recroqueviller. C'est ce que Macron essaie d'empêcher en proposant, par exemple, des initiatives telles que disperser les Africains qui arrivent en France parmi les villages et les campagnes et tout ça. Et donc, mais si les Français arrivent à tenir sur les territoires des provinces, alors il y aurait une division à quatre, peut-être à quatre, et à quatre dans des termes culturels et à deux dans des termes géographiques, c'est-à-dire les grandes villes et le reste. Ça se passerait un peu comme ça. Qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner plein de choses parce que la Russie, peut-être, c'est un bon miroir dans lequel se regarder. La Russie, il y a les Tartares, il y a les Tatars, il y a les Tchétchènes, les Adyguéens, les Ossètes. Donc, il y a plusieurs façons de tenir cette diversité sans un conflit ouvert. Ça va se voir, quoi. Non, ouais, ça c'est un problème qu'on pourra parler dans un autre programme. En fait, si tu veux, on peut faire un monographique sur la France et les prévisions qu'on peut faire sur elle et son futur, non, disons, proche au moyen terme. Parce que c'est vraiment intéressant. La France, ça va devenir un cas d'étude très intéressante dans le temps. Parce que c'est vrai, ce que tu dis, il y a quand même un mélange très très curieux, très très bizarre, très particulier, disons, dont on voit même dans si on parle, je sais que c'est pas des modes de dire race, c'est pas une palabra qui maintenant est, on va dire ethnie. Il y a dans l'ethnie des noirs, disons, non, des subsahariens, on dirait, non, pour être encore plus correct politiquement. Et tu as même deux groupes très, très différenciés. Ça serait les Africains qui viennent de l'Afrique noire et tu as des Noirs qui viennent de la île de Réunion ou qui viennent de la Guadeloupe. C'est même pas du tout les mêmes genres. C'est-à-dire, si tu mets un Noir de la Réunion dans une cité et tu mets un Noir du Mali ou du Niger, et c'est pas, ils parlent français peut-être les deux, c'est même leur unique point de commun qu'ils peuvent avoir. Mais c'est pas du tout pareil, c'est rien à voir. Le noir de l'île de Réunion, il va pas être musulman sûrement. Le noir de Niger ou du Mali, oui. Culturellement, ça n'a rien à voir non plus parce que le noir de l'île de Réunion, il est français dans tous les sens. Dans le Nigérien, il commence à être français, mais il n'est pas encore français sûrement. Donc, il est plutôt africain dans tous ces aspects culturels, disons, non, et caractériels. Donc, tu as déjà dedans de la France, dedans l'Hexagone, tu as déjà deux typologies de noirs complètement différentes. Donc, tu vois, c'est encore plus compliqué. Ouais. Donc, Oui. après, dans le monde arabe, il y a aussi des différences quand même. Hein. C'est pas pareil un arabe marocain qu'un algérien, même si là, il y a beaucoup plus de similitudes. Et en cas où ils devraient, par exemple, combattre ensemble, je suppose que dans l'Hexagone, ils combattraient ensemble, sûrement. Dehors de l'Hexagone, ça serait plus difficile, mais en dedans, sûrement. Mais à part ça, je veux dire, il y a quand même, ça serait quand même pas très facile parce qu'en plus, donc, dans les théories de la guerre civile, qui donnent, parce qu'il y a beaucoup c'est très nuancé là. Ouais, ça c'est très très nuancé. Il y a même des cas qu'il y a déjà des Arabes, quand même, ça fait déjà 3 générations qui sont là, peut-être, ou 4. Il y a des Arabes qui sont nouveaux venus. Il y a enfin des Maghrébins qui sont nouveaux venus. Non, la France, ça va être un cas intéressant, oui. Effectivement, ça va être un cas très très intéressant d'étudier parce que c'est vraiment bizarre. C'est vraiment un truc qui est nouveau. Et on va voir ce que ça va donner, oui. On va voir ce que ça va donner. Et un jour, je crois, on pourra faire un monothème là sur ça. Et s'il peut venir Rayad ou quelqu'un comme ça ça serait gentil, ça serait bien parce que ça donnerait un point de vue original, au plus authentique, au plus, disons, dans ce sens-là, plus. Rayad, on le rappelle, Rayad, c'est le propriétaire de la chaîne Los Locos.
Voilà. Et il est d'origine maghrébine et donc oui, il pourrait apporter Son beaucoup. point de vue, très intéressant, quoi. Ouais. Et Et, puis, mm. Et là, bon, je pense que aujourd'hui, on peut le laisser ici, sauf si tu veux développer quelques autres sujets. Mais oui, je voulais dire par rapport à la chaîne, oui, on a commencé aujourd'hui. Comme vous voyez, c'est des thèmes assez ouverts. On les développe au fur et à mesure et ça donne ça ou ça donne quelque chose de plus d'actualité. Donc après, je suppose que le titre portera un peu sur le sujet qu'on a traité. Mais voilà. Et puis par rapport à des collaborations, bon, mais il a eu le premier épisode, si l'on dit comme ça, il a eu un bon accueil. J'ai vu qu'il y a des personnes qui se sont prononcées, qui ont dit qu'ils voulaient voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Et donc, oui, je pense que aussi on pourrait collaborer avec d'autres chaînes ou des personnes individuelles. Et donc, c'est ouvert à l'échange et véritablement commenter pour qu'on ait un retour aussi. Donc, ah, bien sûr, ça, c'est clair, c'est clair, hein. Vraiment, cette chaîne, c'est une chaîne qui est née avec avec la vocation très claire d'être éclectique et d'être ouverte. Ici, on va toucher plein de sujets et c'est très différent. Et on peut développer ce que vous voulez. Et si vous voulez participer, il y a des gens qui veulent participer parce qu'ils ont une chaîne, parce qu'ils ont envie de participer, parce qu'ils croient qu'ils peuvent apporter un point de vue nouveau, intéressant. Il est complètement invité, hein, il est complètement invité. On sera heureux parce que si quelque chose elle veut cette chaîne, c'est vraiment faire penser les gens, quoi, faire penser, et essayer d'être critique, essayer d'être ouvert à tout et analyser tout tout point de vue historique, tout point de vue. Dans tous les cas, vous verrez dans le temps que tant Bruno comme moi, on est des gens qu'on essaye d'avoir des points de vue c'est ça vraiment. c'est ça par ailleurs qui pourrait faire avoir certaines réticences à certains, mais je veux dire par rapport à d'autres chaînes, on va pas concurrencer, on va tout simplement être critique pour certaines chaînes qui ne l'ont pas fait. Moi, j'estime qu'il faut faire l'autocritique. Et si jamais, par exemple, d'autres personnes n'ont pas voulu se confronter ou le faire assez rapidement et de manière un peu médiocre, bah, moi, pour ma part, au moins, je vais tenter de faire, voilà, systématiquement m'opposer à certains de par ces positions qui sont malhonnêtes des fois. Donc, si par là, ça peut déranger certains, et on est ouvert, mais aussi, voilà, on va franco, quoi. On va franco, on va direct. Donc, par là, il n'y aura pas de Ah oui, souci. ça c'est sûr, hein, on va pas se marier avec personne. Ouais. Dans ce sens-là, je veux dire, s'il y a quelque chose à critiquer, ça se critiquera. Et s'il y a quelque chose à dire que c'est bien, bon, on dira que c'est rien. Mais c'est vraiment, oui, ça c'est sûr. On va pas se laisser, disons, influencer, ni on va pas se, et puis en plus, on est conscient, hein, on est vraiment conscient, tant Bruno comme moi, que comme on va pas, disons, faire une ligne concrète, eh ben, on va peut-être pas avoir beaucoup de clients au début parce que je sais que vous On aimez va pas bien, sauver le monde. vous aimez bien les gens normalement de YouTube, ils adorent avoir un leader qui leur dit et qui leur réaffirme leurs idées. Et donc, je vois bien parce que moi, j'analyse, hein, je suis un très grand analyste dans ce sens-là. J'analyse tous les canaux que je peux et je vois que ce qui marche, c'est les canaux que, par exemple, je sais pas, si on serait un canal, Bruno et moi, anti-féministe, ben c'est sûr qu'on avait plein de clients. Si on parle seulement de foot, plein de Pas clients client, aussi. Mais patient. je veux dire, si tu fais un seul thème et tu es toute la journée avec un seul thème, je sais que ça marche mieux. Hmm. Oui, oui. Mais c'est pas notre intention. Je veux dire, on n'est pas comme ça et Pas on va pas se clickbait. forcer à faire un truc pour plaire. Hmm. C'est pour penser, c'est pas pour plaire. Donc, je veux dire, s'il y a des gens qui aiment penser, ben vous mettrez votre poids là, comme on dit en français, le pouce. Tous. Et, et le et vous souscrivez, comme on dit en français, je me rappelle plus. Abonnez ou s'abonner. Abonnez, voilà, vous vous abonnez, vous mettez le pouce
Et voilà, il vous aurait prouvé que vous adorez penser. Voilà, c'est ça. Donc, si tu veux, bah, on le laisse comme ça et puis Ouais, on se donne rendez-vous peut-être pour la semaine prochaine. voilà. Donc, Ouais. ouais, en attendant, en espérant que la France aura, bon, par rapport au Être Maroc, champion du monde, il encore. va y avoir des résistances par là, mais hmm, et par rapport à l'Argentine, parce que moi, mon pari, c'est pour l'Argentine. C'est Ouais. Argentine-France et je suis pour l'Argentine. Donc là, eh, excusez-moi, mais je suis avec Espagne, Espagne, d'où je on n'a viens. pas eu Hein. de chance, on n'a pas eu de chance. Voilà, Donc, moi, mon pari, ça serait plutôt, j'espère, hein, une surprise, tiens. J'espère qu'il gagne le Maroc. Allez, voilà, le mondial. voilà, voilà. La nouveauté, la surprise. Pour la surprise, pour la nouveauté. Allez, Bon, bon. alors, ciao, Ciao. À la ciao. Et prochaine. on se revoit la semaine prochaine si vous voulez. C'est ça. Allez, ciao, Ciao. ciao. Pues nada. ¿Le has dado a parar o le paro yo?